J'ai intitulé cet exposé Terre, mer, air, guerre. Vous allez voir, en fait, on va prendre chacun des éléments l'un après l'autre. L'idée, c'est de vous promener, de nous décentrer un peu, de remonter, de réfléchir à l'Anthropocène depuis avant l'Anthropocène ou depuis pendant l'Anthropocène. Tout dépend comment on définit le début de cette nouvelle ère géologique qui n'a pas encore été acceptée par la communauté scientifique des géologues, mais qui malgré tout est importante pour notre cours, pour notre société et pour les temps que nous vivons. Je vous propose le plan suivant, une petite introduction. Et puis ensuite, traverser. En fait, l'idée, c'est de traverser quelques textes antiques. J'ai envie de surtout vous lire des textes, vous faire réfléchir à cette question sur la base de textes connus, hein, de grands textes. Mais c'est parfois bien de les faire entendre, de les faire réentendre, et puis de les faire réentendre dans une perspective différente, plus actuelle peut-être. Et donc, je prendrai en premier lieu la terre, puis la mer, un petit peu d'air, pas beaucoup d'air finalement. Et puis, je terminerai sur la guerre, plus spécifiquement la guerre civile à Rome, en revenant à la terre avec Virgile. Voilà. J'avais envie c'est déjà le début de mon introduction, de focaliser sur le thème de la guerre pour des raisons d'actualité d'une part, depuis ce printemps quand on a commencé la réflexion ou la planification du programme de secours, évidemment le monde a été bouleversé. On voit que ce bouleversement du monde il s'accompagne, en fait, il est indissociable de la crise écologique que nous vivons aussi. Il la renforce, il nous fait quand même nous en prendre conscience. Et probablement, c'est ce que j'aurais envie de vous montrer, que cette question de la place de l'homme dans le monde, et surtout de la place dont il cherche à sortir ou des limites qu'il cherche à franchir, elle est indissociable déjà dans l'Antiquité de l'idée de la guerre, de franchir ces limites qui peuvent être des limites territoriales et puis qui sont aussi des limites morales et sociales et en l'occurrence pour nous planétaires. Et puis, donc voilà pourquoi je focalise sur le thème de la guerre. En fait, ma question plus largement, puis c'est un petit peu le rôle que je me suis senti ou que je me suis attribué dans ce cours, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'un antiquisant comme moi peut se positionner par rapport à ces questions qui, en fait, sont des questions tout à fait contemporaines, qui ont émergé de façon particulièrement aiguë ces 10, 15, 20 dernières années, et puis, disons, de façon plus large depuis une cinquantaine d'années, cette conscience. Maintenant, quelle voie peut avoir l'Antiquité par rapport à ça, à un moment où, évidemment, on ne pensait pas changement climatique, mais où on réfléchissait quand même à la place de l'homme dans son environnement. Je suis un peu gêné par ce micro qui... Mais bon, je vais m'en accommoder. Donc, peut-être juste pour commencer, parce qu'on parle d'Anthropocène, mais on n'a pas forcément la référence. Alors, c'est des choses très, très générales que j'ai un petit peu... J'aurais dû séparer ma dia en 5, mais c'est comme ça, ma foi. Donc, ce terme d'Anthropocène, c'est un terme voilà, qui était employé de façon sporadique dans la littérature scientifique au XXe siècle. Je crois que sa première attestation date des années 20.
Et puis, le terme a quelques antécédents, notamment au 19e, où on se rend compte que, que tout est défini du point de vue de l'homme et que l'homme a un impact. Mais ce terme a surtout été popularisé par Paul Crutzen, donc, qui est un prix Nobel de chimie, chimie atmosphérique, prix Nobel en 1995. Et puis dans les années 2000, alors il y a différentes anecdotes, mais il y a aussi un article, cet article très court, hein, dans cette newsletter de Global Change, dans le bulletin de l'Institut de géophysique, je ne sais plus exactement le IGBP. Et c'est à partir de ce moment-là que ce terme s'est diffusé. Alors, il y a un débat en cours parmi les géologues, est-ce qu'il faut le reconnaître? Donc, le débat a été lancé, il y a toute une procédure, hein, pour valider ou non l'inscription d'une nouvelle ère géologique. Mais c'est en tout cas un terme qui est très apprécié dans les sciences sociales, dans les médias, et puis de plus en plus dans la société en général depuis une quinzaine d'années. Maintenant, la question, c'est comment faire commencer l'Anthropocène. Alors, il y a différentes théories. Crutzen proposait 1784 comme date de l'invention de la machine à vapeur, qui marque le début de la révolution industrielle. Mais on peut remonter au minimum CO2 de 1610, apparemment dû aux échanges et aux impacts que les échanges entre ancien et nouveau monde ont sur le cycle du carbone, parce que les migrations et les déplacements de population, les changements dans l'agriculture ont des conséquences. Il peut y avoir des extinctions d'espèces qui produisent du CO2 ou au contraire un développement de la végétation qui réduit le CO2, voilà, ce minimum, c'est ce qu'on dit à l'origine du petit âge glaciaire après 1610. D'autres font démarrer ça plus tard, au XXe siècle, autour de la bombe atomique. D'autres plus tôt. J'ai parlé des migrations. Il y a la sédentarisation, le développement de l'agriculture qui joue bien sûr un rôle. Maintenant, cette question est finalement relativement peu importante. Ce qui m'intéresse plus qu'une date, c'est de réfléchir à la place de l'être humain par rapport à la Terre et au monde. Et puis ça, depuis qu'il y a des hommes, je pense que les hommes réfléchissent, mais ils réfléchissent toujours de leur propre point de vue, qui, par nécessité, est anthropocentré. On avait la semaine passée la représentante du centre de compétences en durabilité qui nous a dit un mot d'introduction. J'ai mis ici voilà, un schéma qui est repris vous avez la référence qui est repris, c'est le fameux donut dont Nelly Niwa a parlé la semaine passée. Donc vous trouvez ça sur le site internet du Centre de durabilité avec les références. Donc voilà, on peut représenter cette question des limites planétaires avec voilà, un plafond écologique que vous voyez en vert, que nous dépassons déjà largement à différents points de vue. Donc ces différents points de vue sont ce qui tourne autour de ce donut vert, ces différents dépassements des limites. Et puis, l'idée, c'est de coupler cette question de durabilité, non seulement à des questions écologiques, mais aussi sociales, et donc de ne pas descendre en dessous d'un plancher social, qui a aussi ici 12 critères qui peuvent permettre d'assurer voilà, une vie humaine digne. Maintenant, la question, c'est comment adapter cette question des limites, qui évidemment n'était jamais représentée comme ça avant 2012, hein,
mais comment l'adapter à une lecture possible de l'Antiquité, de textes antiques. Je pense que la question des limites, elle est effectivement décisive. En toute chose, hein, nous avons besoin de limites pour penser. Et puis, on cherche toujours d'une certaine manière à dépasser ces limites. Alors j'ai mis là des limites que je vais essayer enfin, des limites qui délimitent la place de l'homme, que je vais essayer d'évoquer dans les minutes qui suivent. On peut les représenter en deux ensembles. J'ai mis deux ensembles ici, il y en a certainement d'autres. Mais dans la pensée antique, l'être humain est situé entre les bêtes et les dieux. Donc l'être humain est un animal. Par cela, il a les pieds et le corps qui s'assimile à celui des bêtes. Mais c'est un être humain doué de raison, et cette partie rationnelle de l'homme est ce qui le met en contact avec les dieux, parce que la pensée, ça lui permet de s'élever en fait au-dessus de prendre de la distance par rapport à lui-même. Voilà, cette situation entre bête, homme et Dieu, et c'est un élément de définition important pour l'Antiquité, sachant que l'homme peut franchir son identité et ses limites d'homme à la fois vers le bas, en devenant monstrueux comme un animal, mais aussi vers le haut en se prenant pour un dieu. Et puis souvent, les deux choses vont de pair. C'est cette notion surtout quand on se prend pour un dieu, hein, qu'on se prend pour plus que ce qu'on est, vraiment cette notion de hubris, qui est un mot grec dont l'équivalent latin serait superbia, cette démesure, cet orgueil humain qui est dans la pensée antique souvent toujours puni. Après, il y a la question des limites et par rapport aux espaces. L'être humain, avec les animaux, vit sur Terre. L'espace de l'être humain, c'est la Terre. Ça n'est pas la mer et ça n'est pas l'air. La mer, c'est pour les animaux marins et sous-marins. Donc il y a un monde, évidemment, c'est pas non plus sous terre. Sous terre, il y a les morts, il y a les dieux des enfers aussi. Il y a un monde terrestre, un monde souterrain, un monde marin, un monde sous-marin. Et puis l'air, c'est pour les oiseaux, et l'éther, c'est pour les dieux et les astres. Et voilà, les textes que je vais vous présenter sont beaucoup en relation avec ces trois éléments et montrent un être humain qui a tendance à ne pas vouloir rester dans l'élément qui lui est assigné. Pour vous montrer, j'ai pris... Alors c'est un texte dont je parle dans le volume que j'ai présenté brièvement la semaine passée, oui. Ce volume-là, qui d'ailleurs est en vente. Il y a des gens qui si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter. Je fais de la pub, je profite. J'en ai vendu 2 la semaine passée, j'étais tellement heureux, donc voilà. Mais dans un article que j'ai écrit dans ce volume, qui évoque justement le ciel, mais pas du tout d'un point de vue éco-critique, même si je fais une toute petite allusion à une lecture éco-poétique qu'on peut faire de ce texte. C'est une ode du début des odes d'Horace, donc poète lyrique de l'époque d'Auguste,
Alors, je passe sur le contexte qui est intéressant. Pour le contexte, faut lire l'article parce que l'article traite plutôt de questions poétiques. Puis moi, j'avais envie d'approfondir, enfin, d'aller plutôt dans la question, la place de l'homme dans l'environnement. Il évoque le premier bateau en lien avec le départ de Virgile. Virgile s'aventure sur mer, un voyage en mer, qui est probablement un voyage vers l'épopée, donc un voyage poétique. Mais tout cela est vraiment représenté de façon concrète comme un vrai voyage en mer. Et puis, il y a une mise en garde. Et la mise en garde s'exprime de la façon suivante. Vène, je vous propose une traduction personnelle. Vène était la sagesse du Dieu qui, les distinguant de l'océan, a détaché les terres. Les bateaux impies traversent toutefois les flots qu'ils n'ont pas à toucher. Donc, avec un bateau, on remet en question ces limites du monde. Dans son audace à tout souffrir, parce qu'il y a des conséquences, le genre humain a franchi l'interdit, s'est rué vers le crime. Dans son audace, le fils de Japet, il s'agit de Prométhée, dont on pourrait beaucoup parler aussi, mais je pense qu'on ne va pas trop parler aujourd'hui de Prométhée. Mais les thèmes prométhéens sont extrêmement importants pour ce qui nous intéresse. Donc, dans son audace, le fils de Japet, par sa ruse maligne, a introduit le feu, chez les hommes le feu. Il a tenté le vide et l'air des dalles avec des ailes interdites à l'homme. Donc là, on s'élève dans les airs et puis on descend sous terre. En ses travaux, Hercule a forcé l'Achéron, donc est descendu sous la terre. Pour les mortels, il n'est rien de trop haut. Nous visons le ciel même, esprit borné, et par nos crimes empêchons Jupiter de déposer sa colère et ses foudres. C'est les dieux peuvent remettre l'homme et remettre l'homme à sa place. Justice. Alors, justice morale ici, et peut-être que ça résonne avec des questions de justice climatique. Concentrons-nous sur la Terre. Sur la Terre. Pour ça, j'avais envie de vous lire un texte. J'ai pris, donc c'est le début des Métamorphoses d'Ovide. Je peux vous faire passer d'ailleurs la traduction, la belle traduction de Marie Connet, qui est sortie il y a 4-5 ans. Je prends quelques extraits que je vous lis comme ça, puis après je focaliserai sur un. Donc c'est quelques extraits du début que je vous fais entendre donc dans la traduction de Marie Connet. Je fais exprès de ne pas mettre la dia suivante. Avant la mer et les terres et le ciel qui couvrent tout, le visage de la nature était un sur le globe entier. On le disait chaos, matière brute et confuse, rien qu'un poids inerte, des semences amoncelées, sans lien, discordantes. Donc c'est une cosmogonie, c'est le début de l'univers. Une cosmogonie qui fait évidemment écho aux œuvres d'Hésiode, la théogonie d'une part, et puis les travaux et les jours. Il y a aussi des éléments plus loin, il y a le fameux mythe des âges, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Quand il y avait terre, il y avait mer et il y avait air. Donc dans ce chaos, tout est mélangé. Mais c'était terre instable, onde innavigable, air sans lumière. Rien ne gardait sa forme. Une chose empêchait l'autre, car dans un même corps, le froid battait le chaud, l'humide, le sec, le mou, le dur, le sans-poids, le poids. Un Dieu et une bonne nature ont mis fin à cette lutte. Ils ont retranché du ciel les terres
et des terres les eaux, d'un air compact ont séparé le ciel limpide. Distinction des éléments. Alors il y a énormément de références dans ce texte, non seulement à Hésiode, mais à toutes sortes d'autres traditions qui seraient trop longs d'évoquer ici. Je lis juste, pour passer au passage qui m'intéresse, les quelques vers qui précèdent ce passage qui m'intéresse, donc c'est vers la fin de cette définition des éléments. Au-dessus des vents, le Dieu a posé fluide sans pesanteur l'éther. Il n'y a rien en lui de la lie terrestre. À peine le Dieu a-t-il tout clôturé dans de sûres limites que, cachées sous la masse qui les écrasait depuis longtemps, les étoiles ont commencé à mettre le feu au ciel. Pour qu'aucune région ne soit privée d'êtres vivants, des astres et des formes de Dieu occupent le sol du ciel. Voilà, tout en haut dans le ciel, il y a des astres et des dieux. Les eaux, la mer, les eaux à habiter font place aux poissons brillants. La terre prend les bêtes et l'air agité ceux qui volent. Je peux lire ici en fait. Noble, capable de haute pensée, un animal manquait encore pour dominer les autres. On voit les notions d'anthropocentrisme qui sont claires et indispensables en fait à la pensée humaine. L'homme est né, soit il est fait de semences divines par l'artisan des choses, l'origine du monde meilleur, ou la terre nouvelle, à peine séparée de l'éther élevé, retient encore les semences de son parent le ciel. Et l'enfant de Japet, on retrouve Prométhée, mélange la terre aux eaux de pluie, la modèle à l'effigie des dieux qui règlent tout. Alors que les autres animaux courbés regardent la terre, il donne à l'homme une tête qui se lève, il lui ordonne de voir le ciel. J'ai été trop loin, moi. Pardon. Il lui ordonne de voir le ciel et de dresser haut son visage vers les étoiles. Ainsi, jadis brute et sans image, la terre transformée se couvre de figures d'hommes inconnus. Donc, l'homme regarde vers le ciel. L'homme est en fait la première métamorphose du poème. Alors, on peut voir l'organisation des éléments comme une métamorphose. Le poème est une série de métamorphoses, mais là, on a vraiment l'idée, la terre transformée, un conversa en latin, se couvre de figures, induit figuras, se couvre de figures d'hommes inconnus. Donc l'homme est à la fois l'ornement de la terre, ce qui métamorphose la terre, et puis en même temps le dominateur de ces sens. Suit le mythe des âges, des différentes races d'hommes, qui se termine par la fuite de la Vierge astrée, la fuite de la justice, loin du monde des hommes, justement parce que l'homme enfin, les hommes, on arrive à se battre. C'est justement la guerre qui est décisive pour cette fuite de la justice et loin du monde des hommes. Et voilà, j'annonce déjà le retour à la guerre par ce biais-là. Maintenant, on va s'intéresser un petit moment à la mer. Et pour s'intéresser à la mer, on a déjà vu dans le texte d'Horace ce franchissement, ce premier franchissement des limites
Le texte qui peut-être en parle le mieux dans la littérature latine, j'avais parlé de textes antiques parce que quand j'ai donné le titre, je ne savais pas encore si j'allais parler de grec ou de latin. Puis comme je suis un latiniste qui aime beaucoup le lien entre les textes latins et leurs antécédents grecs, j'ai choisi de me concentrer sur les textes latins et puis d'évoquer quelques antécédents grecs à travers mon discours. Ce texte, c'est le deuxième chœur de la Médée de Sénèque. Médée, donc, qui est ce que Jason ramène du premier voyage en mer, hein, c'est le navire Argo, l'expédition des Argonautes. C'est le premier de ces voyages en mer. On construit le premier bateau pour cela. Et c'est la marque de cette audace que j'avais. Je vois qu'il manque un A au début de mon texte latin. Je suis désolé, c'est audax au début, c'est pas audax. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce chœur fait un lien assez direct avec le prologue de la Médée d'Euripide, qui est le modèle de la Médée de Sénèque, où la nourrice dit si seulement il n'y avait pas eu ce premier navire, Argo, ma maîtresse ne souffrirait pas tout ce qu'elle souffre à Corinthe. Et alors la Médée de Sénèque commence différemment, mais elle reprend cette idée-là dans ce deuxième chœur. Et puis elle le lie, et c'est assez intéressant, au fameux Stasimone enfin, j'ai l'impression qu'il y a un écho du Stasimone de l'Antigone de Sophocle, où voilà, il est bien des merveilles dans ce monde, mais la plus grande merveille est l'homme. Et puis c'est une sorte de renversement de cette présentation positive, hein, de l'être humain dans Sophocle. Et donc, le chœur qui est composé d'hommes de Corinthe, donc là où Jason a ramené Médée pour finir et la délaisse pour la fille du roi de Corinthe. Le chœur dit ceci: l'audace de celui qui le premier sur une barque fragile a franchi les flots mouvants. C'est la traduction de Florence Dupont. L'audace de celui qui le premier vit sa terre derrière lui et confia sa vie aux vents insaisissables. L'audace de celui qui le premier traça sur la mer un sillon hésitant. Il crut pouvoir se fier à une mince coque de bois, fragile frontière entre les routes de la vie, pardon pour le S de trop, et celle de la mort. Tiphys, c'est le pilote du navire Argo. Tiphys fut l'audacieux, Tiphys fut le premier à déployer ses voiles sur la vaste mer. Il maîtrisa les vents. Tantôt par vent arrière, il naviguait grand largue, tantôt il louvoyait dans les brises, en avançant le point d'écoute. Tantôt il faisait prudemment la flèche à mi-hauteur, tantôt il la hissait en tête de mât. Et ce passage est le suivant qui m'intéresse. Nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence, ils étaient sans malice, chacun restait paisiblement chez soi, vieillissant sur le champ de ses aïeux. En rien les rendait riches. On ne connaissait d'autres biens que ceux produits par la terre natale. En ce temps-là, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment ailleurs. C'est une traduction assez libre. Mais le vaisseau thessalien a rompu l'ordre établi. Donc avant, on restait chez soi, on cultivait sa terre, et puis maintenant, l'océan est vaincu et tout entier soumis à la loi des hommes.
La première barcasse venue affronte la haute mer, toutes les barrières ont été bousculées, sur les terres vierges on édifie des villes, pardon pour le i. Bientôt viendra le siècle où sautera la dernière barrière, l'océan révélera un continent immense, sur l'horizon marin se lèvera un nouveau monde, au-delà de l'Islande il y aura d'autres terres. On a pris ce passage comme une sorte de prophétie de la découverte du nouveau monde, mais là n'est pas ma question. Je voulais vraiment vous montrer ce franchissement des limites. L'air, j'ai dit que ça serait très bref. Et c'est là que, en fait, je vais faire la connexion avec le thème des guerres civiles. Alors, l'air, vous avez vu Dédale, le lien avec la guerre serait un petit peu plus difficile à faire. Mais il y a une guerre qui est tout en verticalité et en ascension vers les espaces supérieurs, c'est la gigantomachie. La gigantomachie, donc la guerre des géants contre les Olympiens. Et cette guerre des géants où les géants cherchent à renverser l'ordre de Zeus, l'ordre de Jupiter, qui les amène à entasser le Pélion sur l'Ossa pour monter attaquer l'Olympe. C'est une image à Rome, une image des guerres civiles, du renversement de l'ordre. Une image des guerres civiles qu'on trouve assez régulièrement dans la littérature de l'époque d'Auguste, pas seulement dans la littérature, aussi dans la statuaire. Et puis, pour arriver à mon dernier texte, je vais vous montrer juste un extrait c'est l'épilogue des Géorgiques de Virgile, où on a cette idée-là et on montre un peu l'ambiguïté de cette période des guerres civiles et du personnage même d'Auguste, et qui entre en résonance avec le texte avec lequel je terminerai, qui sera donc... ça, c'est l'épilogue du livre 4, donc c'est l'épilogue de tout le recueil des Géorgiques. Et on s'intéressera davantage et de façon un peu plus sinistre, à vrai dire, à l'épilogue du premier livre. Donc, à la toute fin du poème, Virgile conclut en signant son poème, en disant voilà ce que je chantais sur la culture des champs, sur l'élevage du bétail et sur les arbres. Tandis que le grand César, c'est César fils, c'est-à-dire le futur Auguste, hein. Tandis que le grand César lançait contre l'Euphrate profond les foudres de la guerre, et que victorieux il imposait ses lois au peuple consentant et se frayait un chemin vers l'Olympe. Donc on a ici... parmi une des premières attestations de ce mouvement des dirigeants romains à cette prétention à la divinisation, en fait, des premières attestations du futur culte impérial. On a là une ascension d'un homme, d'un guerrier, en fait, bello, hein, les foudres de la guerre, fulminat bello. Alors les foudres, c'est évidemment l'arme de Jupiter, hein, l'arme de Zeus, l'arme qui abat les géants, mais en fait lui-même lui-même monte vers l'Olympe. Donc il y a une sorte il est un nouveau Jupiter, mais il sort d'une époque de guerre civile qui implique un dépassement des limites qui normalement sont réservées à l'homme, y compris aux guerriers. Et puis, par contraste, hein, la voix du poète, qui est un poète, à cette époque, un poète des chants, hein, il a écrit les bucoliques
dans les années 40. Et puis là, il signe les Géorgiques qui sont composés dans les années 30, publiés probablement en 29. À cette époque, la douce Parthénopée, c'est Naples, me nourrissait, moi Virgile, tout heureux de me livrer sans contrainte à mes goûts, dans une inglorieuse retraite, moi qui ai joué des airs bucoliques et qui, avec l'audace de la jeunesse, t'ai chanté, ô Tityre, sous le couvert d'un large être. Et le dernier vers des Géorgiques reprend le premier des bucoliques de Virgile. Voilà, contraste de position entre la position politique de celui qui s'élève, prend la place des dieux, donc à la suite des guerres civiles, ou encore pendant la fin des guerres civiles, et puis la position du poète qui reste ou qui s'intéresse justement à la culture des chants. Après, il ira chanter les héros dans l'Énéide, juste après ça. Et donc c'est là qu'on en vient finalement à la guerre et à un retour à la terre, parce que donc les Géorgiques, c'est le premier livre, ou c'est un livre vraiment fondamental qui est publié juste après la fin des guerres civiles, et qui marque probablement la volonté d'Auguste d'amener les Romains à revenir à la terre, à tourner la page des guerres civiles, à réinvestir leur campagne et leur tradition. Et le final des Géorgiques, le final du premier livre des Géorgiques, il est très, très sombre pour cela, de ce point de vue-là, mais il marque bien à la fois la fonction du poème et puis ce contexte très particulier qui est celui de la guerre. Et puis je vais relativement peu le commenter, mais j'avais vraiment envie de vous le lire. Donc je vous le lis et ce sera la fin de mon discours. Donc il est question du soleil, et c'est le soleil qui prit Rome en pitié à la mort de César. Donc on parle de l'assassinat de César en 44, qui est le moment charnière, le début de la seconde vague des guerres civiles. Et donc le soleil prit Rome en pitié à la mort de César quand il couvrit sa tête brillante d'une rouille sombre. Il y aura toutes sortes de présages, de signes divins à ce moment-là. Et qu'une génération impie redouta une nuit éternelle. En ce temps-là, d'ailleurs, la terre aussi, elle est pleine de la mer, ainsi que les chiennes sinistres et les oiseaux de fâcheux augure donnaient des présages. Que de fois nous avons vu l'Etna bouillonnant déborder sur les champs des Cyclopes, après avoir brisé ses fournaises, rouler des globes de feu et des roches en fusion. Donc toute cette image de bouleversement des éléments naturels, tous ces présages sont des signes des guerres civiles. Il y en a d'autres ensuite. La Germanie entendit un bruit d'armes à travers tout le ciel. Les Alpes tremblèrent de secousses insolites. En outre, une voix énorme se fit entendre, ici et là dans le silence des bois sacrés. Une voix énorme. Je pense qu'il y a je pense que la première fois il n'y avait pas énorme. En outre, une voix se fit entendre ici et là dans le silence des bois sacrés, une voix énorme. Des fantômes d'une étrange pâleur apparurent aux approches des ténèbres nocturnes, et les bêtes parlèrent, indicibles présages. Les fleuves s'arrêtent et les terres s'entr'ouvrent. L'ivoire affligé pleure dans les temples et le bronze sue. Jamais la foudre ne tomba plus souvent par temps serein, ni les comètes ne brillèrent si fréquemment. La guerre bouleverse tout. C'est ainsi que Philippe, lieu de bataille dans les guerres civiles, a vu des troupes romaines pour la seconde fois s'affronter, pareillement armées, Romains contre Romains. Et les dieux acceptèrent que 2 fois notre sang engraissât
l'Hématie et les larges plaines de l'Émus. C'est les régions de Thessalie où se situe Philippe, la bataille décisive de Philippe. Sans doute, et c'est là que ça m'intéresse par rapport à la terre justement, viendra un temps où dans ces contrées, le laboureur, en travaillant la terre avec la charrue cintrée, trouvera des javelots rongés par la rouille lépreuse, ou de sa houe pesante heurtera des casques vides, et s'étonnera de voir dans les tombes ouvertes des ossements géants. La guerre souille la terre et le laboureur tombe sur les traces de la guerre. Et ces ossements sont géants, très certainement en référence à ce thème de la gigantomachie que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça se termine par une invocation aux dieux nationaux, dieux indigènes, toi Romulus et toi Vesta notre mère qui veille sur le Tibre toscan et sur le Palatin romain, n'empêchez pas au moins notre jeune héros, c'est le jeune César qui deviendra Auguste, qui est célébré ici aussi, hein, mais on voit tout le paradoxe qu'il y a dans cette célébration de celui qui peut apporter la paix, mais qui était partie prenante de la guerre civile, notre jeune héros de porter secours à une génération abattue. Assez longtemps déjà, satis iam, assez longtemps déjà, nous avons de notre sang lavé les parjures, pardon pour le S, manquant de la Troie de Laomédon. Depuis longtemps déjà, César, le palais céleste, nous envie ta présence et se plaint que tu te soucies de triomphes humains. Donc, César, c'est-à-dire Auguste, est attendu chez les dieux, mais pour l'instant, il s'occupe des hommes. Car chez les humains, la loi divine du juste et de l'injuste est ruinée, tant il y a de guerres par le monde. Et vous allez voir que la fin est beaucoup moins positive que cette célébration du futur Auguste le laisse attendre. Tant de formes prises par le crime. La charrue, c'est la fonction du poème des Géorgiques, la charrue n'a plus les honneurs qu'elle mérite, donc on doit revenir à la terre. Hein. Les champs sont laissés en friche parce qu'on leur prend les cultivateurs, et les faux recourbés sont fondus pour devenir épais rigides. D'un côté l'Euphrate, de l'autre la Germanie déclenche la guerre, des villes voisines rompant leurs accords prennent les armes, Mars impie se déchaîne dans tout l'univers. Ainsi, quand ils se sont échappés de leur loge, et cette comparaison finale est vraiment très impressionnante, quand ils se sont échappés de leur loge, les quadriges prennent de la vitesse, en vain le cocher raidit les guides, ses chevaux l'emportent, et l'attelage n'obéit plus aux rênes. J'ai fini.